On est sur Better Web aujourd'hui, bien sûr, le blog de l'entreprise Quant. Vous êtes, je vais essayer de ne pas me tromper, directrice de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, qui est aussi centre de recherche politique de Sciences Po. Et je vais tout de suite vous passer la parole pour que vous me disiez 2-3 mots de vos travaux et de vos sujets de prédilection. Je pense que l'un des axes de recherche qui correspond le plus à ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est toutes les recherches que je mène sur la transformation des usages démocratiques, et notamment dans les jeunes générations, au travers desquelles se construit leur rapport non seulement à la politique, mais aussi à l'espace public et à l'information, et à la construction effectivement de leur citoyenneté. Et évidemment que la question du numérique est centrale aujourd'hui dans ce rapport à la citoyenneté. Je voulais vous demander ce que vous pensez de la manière dont certains algorithmes, pas nécessairement ceux des moteurs, mais plus généralement, comment ils façonnent un peu nos croyances et nos comportements par rapport à cette citoyenneté que vous venez de citer. Voilà. Peut-être qu'on pourrait davantage utiliser le mot de conviction. Effectivement, dans ces convictions, une jonction qui se fait entre ce qu'il y a de plus intime en soi, de plus privé, d'une certaine façon, la formation de ses choix politiques, la formation de ses croyances religieuses. Donc jonction entre ce qu'il y a de plus privé et l'espace public dans lequel effectivement ces croyances peuvent s'exprimer, se déployer. Alors là, évidemment, on rencontre la question de l'espace numérique dont les citoyens peuvent se saisir, à la fois pour s'exprimer, mais aussi pour puiser ce dont ils ont besoin. Et l'intrusion, je dirais, de la technologie, les algorithmes, évidemment, est venue à la fois bouleverser cet accès, on va dire, à l'information, mais aussi à une puissance qui s'est démultipliée quant aux possibilités d'influencer, voire de manipuler les individus. Alors, ça a toujours existé, parce que la rumeur, les théories du complot, même au Moyen-Âge, on était bien loin du numérique, eh bien, il y avait évidemment toujours des instances de manipulation. Là, il se trouve qu'avec les algorithmes, eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que les jeunes en ont conscience ? Alors, je pense que les jeunes en ont conscience, parce que d'abord maintenant, depuis quand même quelques années, il y a beaucoup de dispositifs quand même qui sont déployés, ne serait-ce qu'à l'école, parce que quand même, dans l'espace public, on en parle, parce qu'ils sont eux-mêmes capables, en tout cas pour certains d'entre eux, de retourner en fait la situation, de aussi manipuler à leur tour. Pour autant, est-ce que ça les gêne ? C'est une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse. Je pense qu'ils ont aussi intériorisé, que finalement cette technologie maintenant faisait partie intégrante de la vie, avec ses bons côtés comme ses mauvais côtés, et qu'on ne supprimerait sans doute pas cette puissance technologique des algorithmes, dont se saisissaient toutes sortes d'acteurs, bien sûr, mais qu'il valait mieux maintenant plutôt essayer soit d'en profiter, de les détourner, soit éventuellement d'œuvrer pour une conscientisation des citoyens. Quel type de démocratie ou quel effet sur la démocratie vous pensez que le numérique aide à construire ou à déconstruire d'ailleurs par rapport à une élection présidentielle dans ce pays aujourd'hui ? Il est évident que aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans l'espace numérique en matière à la fois de conversation citoyenne dans le meilleur des cas, ou
manipulation d'opinion ou de désinformation dans le pire des cas, dont se saisissent effectivement les citoyens, mais aussi les acteurs politiques. Eh bien, il est difficile de penser que ça n'a pas d'incidence, d'impact dans cette nébuleuse nébuleuse d'influence, je dirais, à partir de laquelle se construit un choix électoral. Tout le monde court un peu après le numérique, je dirais. Les politiques se sont lancés maintenant, c'est très net, dans cette campagne présidentielle qui est quand même freinée pour toutes sortes de raisons et de contextes internationaux liés pour beaucoup. Mais déjà, depuis la campagne électorale de l'élection présidentielle précédente ou des deux précédentes, on voit bien que les partis politiques, les candidats, savent qu'ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas se saisir effectivement de ce vecteur pour accéder à leurs électeurs potentiels, et notamment dans les jeunes générations. Et alors, ils arrivent à les atteindre, certes, ils et elles arrivent à les atteindre. On se souvient du président Macron avec l'opération McFly et Carlito, pour toucher justement les jeunes générations et peut-être les sensibiliser à la politique. Ce qui est resté, sans doute, dans la tête des jeunes, eh bien, oui, c'est cette rencontre avec le plus haut personnage de l'État, qu'ils ont eu le sentiment d'approcher de façon plus familière, voire plus triviale, plus directe. Je voulais revenir, si vous en êtes d'accord, quand même un petit peu au rapport Bronner sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce que vous pourriez nous donner les priorités sur ce sujet-là de l'éducation des jeunes finalement numérique? On a quand même des enfants qui, de plus en plus jeunes, sont confrontés à une masse d'informations où circule le meilleur comme le pire, et la nécessité pour eux de les aider à se repérer dans cet espace d'information gigantesque est évidemment important. Non seulement se repérer, mais aussi après quoi en faire, l'utiliser. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale s'est saisi quand même maintenant depuis quelque temps de ces questions, et qu'il y a évidemment un travail tout à fait important qui est fait à l'école, mais le même ministère constate aussi que ça ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin, et donc rencontre des problèmes de formation des enseignants eux-mêmes, et puis des problèmes aussi liés à toutes ces questions éthiques, liées à, oui, jusqu'où peut aller la liberté d'expression, que la nécessité d'agréger des équipes, plusieurs enseignants, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale avec d'autres partenaires institutionnels, d'autres ministères, de faire en sorte aussi que cette éducation au numérique se prolonge au-delà de l'école, dans l'espace privé, avec les familles, avec les parents, mais aussi dans toutes sortes d'autres espaces culturels, notamment. Eh bien, c'est un point important. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller encore plus loin auprès des jeunes notamment, mais dans ces comportements numériques, pour construire une citoyenneté plus éclairée? Je pense que les citoyens de demain seront quand même plus aguerris justement à la possibilité de lutter, de prendre et de laisser par rapport à toute cette information qui leur est communiquée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à faire une lecture plus optimiste sur la capacité des citoyens au plan privé, justement, à résister d'une certaine façon, ou en tout cas, même si ça prend un peu de temps, à mieux trier, à savoir faire la différence. Je pense que petit à petit, ça peut être fait. Par contre, je suis plus pessimiste sur la capacité des États, de certains pouvoirs au plan politique, mais aussi des pouvoirs au plan économique. Je suis plus là inquiète. Sur le plan, effectivement, de
de la prise de contrôle par des pouvoirs, quels qu'ils soient, de cet outil, au détriment de la liberté des citoyens, oui, là, je suis plutôt inquiète. Donc, l'Internet et le numérique est trop puissant pour être laissé aux États. Laissons-le aux citoyens.